Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième jour des grands dossiers de la protection sociale, donc consacré cette année 2021 à la protection sociale, une nouvelle ère. Alors quelques informations donc pour tous ceux qui nous rejoignent. Alors désolé pour les aficionados des grands dossiers de la protection sociale qui ont déjà entendu pour la troisième fois ces consignes. Donc nous sommes en direct, il est normal que vous n'ayez ni votre micro ni votre caméra d'allumée. Par contre, vous pourrez toujours interagir avec les personnes sur le plateau par l'intermédiaire donc du canal de conversation qui est sur Teams. Vous pourrez retrouver tous les replays des séquences que nous avons passées depuis lundi. Ils sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de l'école. Autre information importante, et là j'insiste bien, c'est la possibilité d'interagir avec tous nos intervenants. Alors, nous avons aussi la possibilité de suivre ces événements par l'intermédiaire en fait des réseaux sociaux sur lesquels l'école est depuis quelques années, donc à la fois Twitter, LinkedIn, mais également Facebook. Donc n'hésitez pas à relayer toutes les informations, à réagir, à diffuser, et tout cela sera repris par l'école, bien entendu. Alors après avoir abordé lundi le bilan et les perspectives financières de la crise, après avoir abordé mardi les problématiques de démographie, de pauvreté et d'inégalité, eh bien nous allons aborder cet après-midi une des thématiques extrêmement importantes qui est la crise épidémiologique et ses impacts, notamment sur la protection sociale, mais pas que sur la protection sociale. Et pour cela, eh bien j'ai le plaisir de donner la parole à notre animateur de cet après-midi, donc Jean-Philippe Vincan, qui est conseiller scientifique de l'école et qui va animer cet après-midi. À vous, Jean-Philippe. Effectivement, cette première table ronde va être consacrée aux impacts de la crise sanitaire sur la santé publique, mais aussi beaucoup plus largement sur un certain nombre de dimensions de la vie économique et sociale de notre pays. Et pour cette table ronde, nous avons la chance d'avoir deux scientifiques émérites, deux professeurs qui, en fonction de leur expérience, vont évoquer ce que leur enseigne ou ce que leur a appris cette crise, en sachant que l'un et l'autre ont été aussi des acteurs engagés, membres du conseil scientifique et également actifs en termes de mission d'appui du côté du professeur William Dabb. Donc nous avons pour cette table ronde William Dabb, qui est épidémiologiste, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, qui va commencer par nous évoquer effectivement quelles sont les caractéristiques les plus marquantes de cette crise sanitaire, de cette pandémie et ses impacts multidimensionnels. Nous aurons des échanges avec Franck Chevin, qui est professeur de santé publique, président du Haut Conseil de la santé publique et, je le disais, qui est également membre du conseil scientifique, du conseil sur la stratégie de gestion de la crise du Covid. Et à l'issue de ce premier temps, Franck Chevin nous exposera la vision et les enseignements qu'on peut tirer, c'est très provisoire car nous ne sommes pas sortis de la crise, quels enseignements sur le fonctionnement global de notre système en matière de protection de la santé de la population, en matière de santé publique. Je voulais juste, à titre un peu introductif, pour lancer les choses, citer un éditorial de la revue française des affaires sociales consacré justement à la crise du Covid-19. Et dans cet éditorial, Daniel Benamouzik et Maurice-Pierre Planel, qui ont coordonné ce numéro, disaient « La santé publique a été mise à rude épreuve par l'épidémie du Covid-19. Elle a aussi été l'objet de nombreux débats, parfois tendus, relatifs aux stratégies à suivre, aux instruments de lutte disponibles, aux contributions des différents acteurs du système de santé. » Et donc, jugement sur le caractère très extraordinaire de cette crise, je pense que nos deux grands témoins aujourd'hui auront beaucoup de choses à nous en dire. Et sans plus tarder, je donne la parole au professeur William Dabb pour nous dire effectivement comment il évalue, mesure ces différents impacts. Bien, merci Jean-Philippe. Bonjour à tous. Merci à l'EN3S de nous donner l'occasion de cet échange et à son directeur, bien sûr. Il y a eu des débats, c'est sûr, et c'est inévitable parce que depuis le départ, l'incertitude a été très marquée. Et dans l'incertitude, eh bien, il y a toujours des options. Et donc, tout le problème, d'une certaine façon, c'est celui de la gouvernance et de la pédagogie de l'incertitude. Mais commençons, puisque c'est la demande, par regarder les impacts.
Les impacts de santé publique, ils sont très nombreux, très divers, très importants. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Distinguons 4 niveaux. Un premier niveau épidémiologique, bien sûr, un deuxième niveau économique, un troisième niveau social et un quatrième niveau sur la politique de santé. Sur l'épidémiologie, on va regarder rapidement, hein, je ne vais pas faire un très long topo, ce qui me paraît très marquant. La mortalité, la santé mentale, les inégalités, et puis il y a d'autres faits importants. Sur la mortalité, bien sûr, nous n'avons que l'année 2020. Il y a une très forte surmortalité de plus de 7%, une baisse de l'espérance de vie calculée, l'espérance de vie à la naissance, avec une perte de 0,4 ans pour les femmes et 0,5 ans pour les hommes. Et l'INSEE nous signale que c'est la baisse la plus forte observée récemment, plus forte que celle de la dernière épidémie grippale d'importance, qui était celle de 2015, où on avait perdu 0,3 et 0,2 ans pour les femmes et pour les hommes. C'est donc un impact très, très important. Deuxièmement, la santé mentale. Au plan international, nous avons déjà des données qui nous montrent, il faut que je m'approche un peu, je ne sais pas si la caméra va suivre, oui. Bon, qui nous montrent, bon, prenons l'Europe, je ne sais pas si ça marche, je ne suis pas sûr que ça marche. Bon, en Europe, les troubles dépressifs ont augmenté de 30% et les troubles anxieux d'environ 30% également. Alors, nous avons aussi des données françaises avec un suivi de Santé publique France qui utilise voilà, des indicateurs validés. Hein. Ce n'est pas du sondage d'opinion, ce sont des vraies études épidémiologiques. Une augmentation de 5 points des états dépressifs, de 10 points des états anxieux, de 14 points de troubles du sommeil et de 5 points d'augmentation sur les pensées suicidaires qui sont au demeurant un facteur pronostic de suicide. On a donc un impact qui est très important. Les inégalités, on a d'excellents travaux de l'adresse qui les ont documentés sur la base des données disponibles. Le modèle qu'utilise l'adresse est tout à fait intéressant. On peut le partir de la droite de l'écran et le remonter aux causes racines, un peu comme quand on fait un arbre des causes d'accidents du travail. Il y a 3 sources d'inégalités très importantes. Inégalité d'exposition, avec beaucoup de métiers de première ligne qui ont été surexposés, inégalité d'accès aux soins et inégalité de pronostic, même si, de façon générale, l'accès aux soins est quand même très égalitaire en France par rapport à beaucoup d'autres pays, mais comme le montre le schéma, il y a des déterminants sociaux qui agissent et qui empêchent en fait que tout le monde ait un risque égal. Par exemple, 27% des personnes ayant renoncé à des soins sont considérées comme pauvres dans leurs conditions de vie, contre 10% des personnes qui n'ont pas renoncé à leurs soins. Enfin, il y a d'autres impacts sur lesquels je vais passer rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Bien sûr, il y a la morbidité directe que je n'ai pas évoquée, en plus de la mortalité. Sur la santé mentale, il faut souligner l'importance du retentissement chez les jeunes, souligner que les confinements
ont entraîné une baisse de l'activité physique, une prise de poids qui est documentée sur des facteurs de risque cardiovasculaires et neurologiques, ce n'est pas négligeable, y compris des consommations de tabac et d'alcool, des retards de prise en charge puisqu'il a fallu déprogrammer de nombreux soins, et puis reste la question des conséquences à long terme qui méritera d'être surveillée attentivement. Il faut retenir encore une fois de très importantes inégalités d'âge. Le premier facteur de risque de gravité de la maladie est l'âge, ça c'est sûr, mais également des inégalités sociales et des inégalités de genre qui jouent dans les deux sens, parce que les femmes ont continué, par exemple, à avoir la charge de la maison dans la majorité des cas. Beaucoup d'entre elles étaient dans des métiers exposés. Pensons par exemple aux caissières des magasins. Je ne sais pas si, Jean-Philippe, si vous voulez que je continue sur les impacts économiques, si vous voulez qu'on fasse une pause maintenant. C'est comme vous voulez. Demander à Franck Chevin quel commentaire cela lui inspire. Il ne sera pas étonné, je dirais, par l'ensemble des dimensions que vous avez évoquées, mais peut-être que là, on est devant quelque chose de très inédit, très marqué. Cette crise, en fait, tout d'abord, merci à tous de nous avoir invités, de nous permettre d'exposer quelques aspects de cette crise qui est très complexe, qui est à la fois une crise sanitaire, mais aussi une crise sociale, sociétale par ailleurs. Et effectivement, si on s'en tient à l'épidémiologie, on voit qu'il y a plusieurs aspects, parce qu'il y a des aspects qui sont liés à l'épidémie elle-même et des aspects qui sont liés aux mesures qui ont été prises pour contrôler l'épidémie. Clairement, la santé mentale est une conséquence des mesures qui ont été prises pour l'essentiel, de la communication qui a été faite. Si je prends la dernière grande épidémie de grippe, pas H1N1 en 2009-2010, mais 68-69, la grippe de Hong Kong, il y a eu 4 millions de morts dans le monde. Aucune mesure n'a été prise, aucune mesure de confinement, aucune mesure de distanciation. Et tout le monde se demande d'ailleurs comment le monde a traversé cette pandémie sans réaction. Et quand on reprend les coupures de l'époque, c'est très frappant de voir comme ces épidémies, de même celles de 58-59, ont très peu marqué alors qu'elles ont fait un grand nombre de victimes de morts. Alors le taux de mortalité n'était pas celui de cette période. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut voir la mortalité, comme ça vient d'être exposé. Il est intéressant de la regarder par classe d'âge, de regarder le risque de décès par classe d'âge, et on s'aperçoit que le gradient en fonction de l'âge est quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu des gradients pareils en épidémiologie, puisqu'on avait des rapports qui étaient de 1 à 500 en termes de risque de mortalité. Et d'ailleurs, si vous regardez la mortalité par classe d'âge, il y a des classes d'âge qui ont vu leur mortalité diminuer pendant cette période, parce qu'en fait, les risques concurrents diminuait puisque les gens étaient confinés, circulaient moins. Les accidents de voiture et de moto chez les jeunes. Voilà, typiquement. Et donc la mortalité n'a augmenté qu'à partir de 60 ans globalement. Le reste de la population a vu plutôt sa mortalité diminuer. Donc voilà, on va commencer à analyser ça. Et dernier point en termes d'épidémiologie, c'est qu'on a beaucoup parlé d'une pandémie, mais en fait c'est une syndémie, cette épidémie. C'est-à-dire que le facteur de risque était lié aux pathologies associées et que les gens qui n'avaient pas de pathologie associée ont eu à ressentir un très faible impact. En revanche, les personnes qui avaient des pathologies, c'est ce que vient de dire William Dab, avec l'obésité, qu'on a vu apparaître comme un facteur de risque associé, l'âge bien sûr, mais lié essentiellement aux copathologies qu'on a à partir d'un certain âge. Bref, pour dire que c'est une épidémie tout à fait singulière en termes d'épidémiologie. Ce n'est pas Ebola, par exemple. Alors là, peut-être vous demandez juste en prolongement, on sait que le nombre de pathologies augmente avec l'âge et qu'à plus de 70 ans, on peut aller jusqu'à 7 pathologies, effectivement, et il est documenté que la fragilité des personnes âgées ou très âgées est facteur à la fois d'une baisse générale des capacités physiques, mais aussi du fait qu'ils sont plus atteints par des pathologies
plus nombreuses. Et donc, est-ce qu'on arrive à faire un lien avec effectivement ces pathologies et l'atteinte virale ou du virus, ou il y a encore un élément assez mystérieux d'une certaine façon? Il y a un lien épidémiologique qui a été fait, donc il y a des mesures d'association. Les Anglais, par exemple, ont repris toute leur base d'assurés et ont fait le taux de mortalité en fonction des pathologies associées. Donc ça, c'est très bien documenté. En revanche, l'explication, pour l'instant, c'est-à-dire le modèle physiopathologique qui est derrière, n'est pas expliqué. Et ce qui a surpris tout le monde, c'est l'obésité comme facteur de risque. À ce point-là, c'est vrai que ça a beaucoup surpris et on ne s'explique toujours pas, enfin à ma connaissance, le rôle qu'a pu jouer l'obésité dans cette épidémie. Merci beaucoup. Alors peut-être proposer à William Dapp de continuer, et vous évoquiez tout à l'heure l'impact que les mesures, et notamment de confinement ou de cessation d'une partie de l'activité économique, avaient pu avoir sur la santé mentale ou l'état de santé ou de bien-être d'une partie de la population. Je pense que ça fait une transition avec les éléments que William Dapp souhaitait nous présenter sur l'économie. Bon, sur l'économie, mon sujet n'est pas de parler de la dette et des dépenses, c'est de souligner les facteurs économiques qui sont importants en santé publique, d'importants déterminants de l'état de santé des populations étant liés à des facteurs économiques. Je retiens ici d'abord la baisse de revenus et d'autre part à nouveau les inégalités. La baisse de revenus, elle est liée à la réduction. Alors, d'abord, on peut dire que le lien entre économie et santé est bidirectionnel. Le problème de santé qu'a représenté le Covid a eu des conséquences économiques et l'économie elle-même influe sur la santé. Pour ce qui concerne la santé publique, il me semble qu'il y a deux facteurs majeurs, la réduction de l'activité et le chômage. Incidemment, soulignons qu'il y a eu des impacts positifs que Santé publique France a montré, notamment la réduction de la pollution atmosphérique s'est traduite de façon visible en épidémiologie par une réduction de la mortalité cardio-respiratoire dont la pollution atmosphérique est un des facteurs de causalité. Et puis il y a eu de nombreux impacts négatifs. L'INSEE nous apprend que 23% des ménages estiment que leur situation financière s'est dégradée, et plus particulièrement évidemment ceux dont l'activité s'est réduite, et de façon assez inégale. Les artisans et les commerçants, évidemment, on comprend bien pourquoi, à plus de la moitié d'entre eux, mais également les ouvriers. Alors, la réaction très importante du ministère des Finances a permis de compenser cela sans aucun doute et de façon assez remarquable, il faut le souligner, mais la réalité de la situation économique est quand même celle-là. Sur la perte d'emploi, qui heureusement semble se compenser, ceux qui ont perdu leur emploi sont d'abord les plus précaires, c'est surtout l'intérim et les premiers emplois, les emplois des jeunes, qui ont été impactés. À nouveau, ici, les mesures de soutien à la fois à l'économie et aux personnes et aux entreprises ont vraiment joué un rôle d'amortisseur très, très important pour limiter les conséquences de tout ça. Mais on voit bien qu'en tout cas, en termes d'inquiétude sociale, en termes d'anxiété, cette situation d'incertitude sur l'avenir a pesé beaucoup, même si, encore une fois, on est vraiment un des pays où le choc économique a été le mieux amorti. On s'arrête là ou je continue sur le social, mais à nouveau très rapidement, juste quelques données de cadrage pour pas parler trop dans l'abstrait.
Un impact sur la scolarité. Donc là, on voit bien toute la difficulté de comment on arbitre en santé publique entre différentes contraintes. Une première contrainte était épidémiologique, limiter le risque de transmission, évidemment. Pour ça, la fermeture des lieux qui accueillent le public était une mesure évidente. Mais priver les enfants, surtout les jeunes enfants d'école, ça a des conséquences immédiates et ça a des conséquences possibles à moyen terme. Donc là, il y a un équilibre à trouver qui est évidemment extrêmement difficile. Ici encore, on voit que c'est dans les milieux modestes que les difficultés scolaires ont été les plus fortes. Comme l'indique le pavé en bas à droite, d'une part parce que le manque de matériel est le plus fréquent, les difficultés de connexion à Internet sont les plus fréquentes, parce que les parents ont des difficultés pour aider à comprendre les cours de leurs enfants, et parce que les parents manquaient de temps, parce qu'ils travaillaient, ils télétravaillaient en même temps. Et tous ces facteurs se cumulaient évidemment dans les catégories les moins favorisées de notre population. Incidemment, les mariages se sont effondrés, mais on peut espérer un effet de rattrapement. Se marier en confinement, c'était pas commode. D'autres données de l'INSEE sont socialement intéressantes. Une augmentation des disputes et des conflits dans les familles, et notamment avec un facteur de risque qui est lié au surpeuplement des logements. Il y a quelque chose de très important, il faudra voir si ça se maintient dans le temps. C'est un effondrement, véritablement un effondrement de la satisfaction dans la vie, qui est une sorte de marqueur global de la santé. C'est même en épidémiologie un facteur de pronostic qui a été très utilisé. Il faudra voir si cet effondrement se corrige avec la calmie que l'on connaît actuellement ou pas, mais en tout cas, ça, sur le plan de la santé publique, c'est absolument majeur. Alors, là, ça prendrait une très longue discussion, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais si ça vous intéresse, le Conseil d'analyse économique vient de publier une série d'études sur la confiance, le fait qu'au départ de cette crise, notre pays était caractérisé d'une part par une faible confiance vis-à-vis de nos autorités et aussi par une faible confiance interpersonnelle. Que la crise a aggravé cela, et que la confiance, et surtout cette donnée de Yann Algan que moi j'ai retenue, Algan a calculé un indicateur économique et sanitaire, c'est-à-dire il a agrégé l'impact économique et l'impact sanitaire dans un indicateur qui est en ordonnée, avec des enquêtes, pas des sondages d'opinion, des vraies enquêtes de sociologie et de psychologie sociale qui mesurent le degré de confiance vis-à-vis du gouvernement. On voit que la France, d'ailleurs, est exactement sur la droite de régression. On voit qu'il y a des pays avec des impacts importants, mais une confiance conservée, ce qui est des impacts peu importants et une confiance concernée. À l'autre extrémité, en bas et à gauche, on a des pays comme l'Espagne où la confiance s'est effondrée, mais également le retentissement social et économique. La France est plutôt dans la partie basse du graphique, mais disons qu'elle est en gros autour de la moyenne. Et en Europe, on voit que l'Allemagne se distingue assez bien, assez curieusement les États-Unis, mais je pense qu'aux États-Unis, la situation est très hétérogène d'un État à l'autre et que la moyenne américaine n'a pas forcément une grande signification. En tout cas, en santé publique, moi je l'ai réalisé depuis longtemps. En fait, je l'ai réalisé depuis mon passage au ministère. La question de la confiance est absolument centrale.
quand on est en situation d'incertitude, les décisions qui sont prises, on ne peut pas assurer à la population qu'elles vont avoir un effet positif. Forcément, on ne peut pas assurer à la population qu'il n'y aura pas d'effet indésirable. Ça s'explique. Je pense qu'on peut l'expliquer et ça peut s'entendre, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, je ne pense pas que dans leur immense majorité, notre population réclame un risque nul. Elle veut que le risque soit expliqué de façon transparente, que les bases du débat soient posées. Tout le monde est conscient qu'il n'y a pas de vie sans risque, qu'il y a des aspects positifs à la prise de risque. Tout le monde est, je pense, conscient de ça. Mais ce n'est possible politiquement et socialement que si on a un fort degré de confiance. Et en France, indépendamment de cette crise, et depuis longtemps, en fait, les études le montrent, la cassure, ce qui a fait décrocher la France en termes de confiance, c'est Tchernobyl. On ne s'en est jamais remis. Les données de l'Observatoire de l'opinion de l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, qui nous offre une très longue vision chronologique de ça, sont très parlantes. On ne s'est jamais remis de la perte de confiance liée au fait, à la manière dont les événements de Tchernobyl ont été communiqués en France. Ça fait réfléchir. On terminera par politique de santé, on va peut-être prendre Absolument, un temps de discussion. Parce que là, vos propos, effectivement, sont riches, je dirais, d'évocation. Moi, ce que j'avais envie de demander peut-être à Franck Chauvin, qui a été dans des fonctions aussi de conseil par rapport à la stratégie, c'est extraordinairement difficile maintenant pour un gouvernement de convaincre la population qu'il va prendre la mesure la plus juste en fonction des informations disponibles à un moment et de l'arsenal dont il dispose pour pouvoir effectivement gérer une crise sanitaire de cette ampleur. Et on a l'impression que les pouvoirs publics ont essayé toujours de trouver le meilleur curseur ou de fixer au mieux le curseur entre effectivement prévention de la circulation du virus et protection de la santé, notamment des plus vulnérables ou des plus fragiles, et ne pas laisser l'économie s'effondrer et ne pas laisser des pertes de chance s'installer pour des enfants ou pour des étudiants à un moment effectivement où il est absolument crucial qu'ils soient scolarisés ou qu'ils puissent poursuivre leurs études pour les 40 ans ou 50 ans de leur vie qui suit. Alors, c'est comment faire pour établir cette confiance dans le fait qu'on prend la plus juste décision que l'on peut prendre? Je n'ai bien sûr pas la réponse, mais on peut faire l'analyse que nous vivons dans un pays dans lequel il n'y a pas de pédagogie du risque. Et donc, quand vous avez une population qui n'a pas intégré le risque, comme d'autres populations l'intègrent, les populations asiatiques ont intégré, même nos voisins anglais intègrent la notion du risque, parce que c'est intégré très tôt dans leur éducation. On pense aux jeunes japonais avec les séismes, enfin, voilà. Oui, les japonais, mais même les anglais, on l'a vu par exemple au moment de la crise de la vache folle, la différence de réaction entre l'Angleterre et la France face à un même risque. Donc on voit bien que face à un même risque, les populations réagissent de façon différente en fonction de leur culture, etc. Et la littérature est extrêmement abondante. Un Slovic, par exemple, a beaucoup travaillé sur le ressenti du risque, etc. Et on voit bien que plus que le risque lui-même, en fait, c'est la représentation du risque qui intervient. Et effectivement, faire de la pédagogie du risque à chaud, c'est extrêmement compliqué. Et on voit que pour gérer des crises aiguës, probablement, il faut que l'on s'assure que la population a intégré un certain nombre de paramètres, chose qui n'est probablement pas le cas. Alors, on a fait de la pédagogie accélérée. L'autre chose que je voudrais dire par rapport à ce que vient de dire William Dam, mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, mais je voudrais insister sur un point, ce n'est pas l'épidémie qui a provoqué ce dont il s'agit, c'est les mesures qui ont été prises pour contrôler l'épidémie, ce qui est totalement différent. Et je voudrais simplement rappeler que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu cette mesure-là prise alors qu'il y a eu d'autres épidémies, comme l'épidémie de grippe espagnole. Si vous relisez
18-19, l'épidémie de grippe espagnole, il n'a jamais été question de confiner 1 milliard, 2 milliards d'êtres humains en même temps. Et donc, en fait, les mesures qui ont été prises sont une forme. Alors, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, mais c'est une forme d'expérimentation en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas où on allait. On imaginait l'effet sur l'épidémie. En revanche, sur les conséquences, on n'imaginait pas. Et je prends un exemple simplement. Les économistes, en fait, qui invoquaient leurs modèles économiques en disant voilà ce qui va se passer, et bien en fait se sont trompés. Et on le voit, on est en train de le vivre maintenant. Le rebond auquel on assiste, en fait, n'était pas prévu. Le rebond en termes de marché du travail n'était pas prévu. Les modèles économiques ne prévoyaient pas ça. Et ce qui est intéressant, alors je ne voudrais pas que ce soit là encore mal interprété, mais il va y avoir beaucoup à étudier pour comprendre ce qui s'est passé. Et puis, dernier point, à mon avis, qui va être là encore l'objet d'une réflexion, c'est qu'on a pris des mesures extrêmement générales, quel que soit le risque des individus et quelle que soit la situation des individus. Or, on sait que toutes les mesures générales produisent des inégalités. Et d'ailleurs, on les montre. C'est-à-dire quand vous prenez une mesure très générale, elle produit des inégalités parce que le risque des individus et le niveau de culture des individus pour intégrer ces mesures est différent et donc vous produisez des inégalités. Donc d'une certaine façon, nous, qui connaissons la santé publique et ses systèmes, on a accepté de prendre ce risque-là. Et bon, voir si on peut raison. Alors peut-être le dernier point voilà, que souhaitait présenter William Dapp sur la politique de santé, et on prendra quelques questions du public. Justement, par rapport à ce que disait Franck, je pense que nous avons une grande opportunité pour faire progresser la culture et les pratiques de santé publique dans le pays. C'est l'objet de la mission que le ministre a confiée à Franck. Et ce que Franck disait à l'instant est très juste. L'épidémie de 18-20 au décours de la Première Guerre mondiale, ok. Il y a eu d'autres épidémies de grippe, 57, 68, qui, sur le plan de la santé publique, nous ont laissé dans l'indifférence. Je me souviens très bien de la canicule de l'été 76, parce que je préparais mon internat dans une chambre au 7e étage sous les toits, je m'en souviens très bien. Il y a eu un excès d'environ 10 000 décès dans l'indifférence générale. Pour moi, c'est un progrès. C'est-à-dire que cette fatalité qu'on acceptait, il y avait des événements comme ça, les gens tombaient malades, mouraient. Londres, décembre 1952, un épisode majeur de pollution atmosphérique qui tue 5 000 personnes, qui envoie 15 000 personnes à l'hôpital. C'était la vie. Eh bien, il y a un refus de la fatalité. Et quand il y a des atteintes à la santé qui peuvent être évitées, eh bien, il y a quelque chose que la population n'accepte plus. Comme médecin professionnel de santé publique et même comme enseignant et comme citoyen, je trouve que c'est un progrès. Parce que voilà, par rapport à d'autres contraintes économiques ou politiques ou ce que vous voulez, la santé est devenue une des valeurs les plus fortes dans nos sociétés. Et donc, c'est une opportunité pour que les politiques de santé publique soient plus solides. Bon, d'autre part, je pense qu'on se donnera les moyens de faire des retours d'expérience de la manière dont la crise a été gérée pour apprendre, pas seulement des retours d'expérience globaux comme Pittet a pu le faire ou les commissions parlementaires. Je pense qu'il est très important de faire des retours d'expérience auprès des acteurs
et y compris les acteurs de terrain qui ont été confrontés à cela, et j'espère vraiment qu'on va leur donner l'occasion de témoigner de ce qu'ils ont vécu. Troisième point, ce qui a été montré dans ce drame, c'est que nous avons une expertise de qualité. Le conseil scientifique du gouvernement, l'Institut Pasteur, l'INSERM, il y a une mobilisation scientifique tout à fait remarquable, et je pense de qualité qui se compare très favorablement avec ce qu'on a eu aux États-Unis. Je laisse de côté l'épisode de Trump, évidemment. Je parle de l'expertise, ce qu'on a eu aux États-Unis, au Royaume-Uni, des pays qui sont réputés pour la qualité de leur expertise. Non, le problème n'est pas là. Nous avons eu l'expertise dont nous avions besoin, mais un terrible manque de ressources sur le terrain. Le tester, tracer, isoler, oui, il y a eu un fantastique effort de l'assurance maladie, et j'ai trouvé que cette idée était, enfin, pas géniale, il ne faut pas exagérer, absolument remarquable, qui était de donner des rôles de santé publique à des gens qui avaient d'abord et avant tout une fonction de contrôle. Je pense que ça va laisser des traces très positives dans la culture de santé publique de notre sécurité sociale. Mais enfin, il y a eu un manque criant de ressources sur le terrain, et ça s'est traduit en termes d'éducation pour la santé insuffisante, d'accompagnement insuffisant en matière de confinement. Voilà. Verrou pour la recherche, parce que c'est très étonnant de voir que, enfin, pour piloter une épidémie, je m'excuse d'être aussi basique, pour piloter une épidémie, il faut piloter les sources de contamination. Et ceci n'a pas été possible en France. Nous avons 2 études qui ont été faites par mon collègue du CNAM et de l'Institut Pasteur, Arnaud Fontanet, avec des difficultés très importantes. Et là, vous voyez, c'est toujours très difficile. Les lois de bioéthique, qui sont là justement pour protéger les citoyens, ont constitué des verrous. Et par exemple, l'incapacité ou la grande difficulté d'utiliser pour ce type d'études le NIR, les numéros d'identification, le fait que la CNIL applique la loi. Ce n'est pas la CNIL qui bloque. La CNIL applique la loi. Elle est très bonne volonté, la CNIL, mais elle fait ce que la loi lui demande de faire. Et donc là, on a eu un déficit de données de terrain. Non seulement on avait un déficit de recueil de données, mais il y a eu aussi réellement des verrous juridiques qui fait que ceux qui avaient à prendre des décisions n'avaient pas toutes les informations dont ils avaient besoin au moment où il aurait fallu qu'ils les aient. Je voudrais souligner aussi, mais ça, je n'ai aucune solution. Nos responsables politiques sont soumis à une pression court-termiste qui est considérable. Il faut avoir une réponse à tout le temps, en permanence. Et donc, or, une politique de santé publique, c'est forcément une politique à moyen terme. La loi de 2004, Dominique s'en souvient sûrement, avait prévu un dispositif qui notamment prévoyait un débat parlementaire sur les priorités de santé publique tous les 5 ans. Cette loi n'a jamais été appliquée. Pourquoi? Alors que l'adresse l'a magnifiquement accompagnée. Hein. Les travaux que l'adresse a fait pour accompagner les indicateurs qui étaient prévus dans la loi ont été absolument remarquables. Vraiment, bon. Mais changement de ministre, changement de politique. Et donc, chaque nouveau ministre qui arrive fait sa stratégie. Ben, en démocratie, c'est pas aberrant.
Mais on voit bien que là, en santé publique, du coup, on a une vraie difficulté. Nos politiques ne sont pas durables. Elles ne sont pas inscrites dans la durée. Et donc, on n'a pas le temps d'observer les résultats d'une politique et d'en tirer les leçons, positives ou négatives, avant de faire une évolution politique. Et ça représente un gâchis d'énergie qui est très important. Les élus manquent de compétences. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'un ministre de la Santé doit nécessairement être un médecin. Il arrive qu'il le soit, très bien. Mais je rappelle que Simone Veil n'était pas médecin, je rappelle que Claude Évin n'était pas médecin, et ils ont laissé des souvenirs très importants dans l'histoire de la santé publique du pays. Mais il y a un problème de culture. Voilà. Comment augmenter la culture des élus en santé publique? Je pense, je regarde Dominique Libaud, que c'est un très beau sujet pour les écoles du service public. Le CNFPT a été inclus là-dedans? Oui, bon ben voilà, donc voilà. Là je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. De façon très générale au ministère, alors là, bon, le CNAM me met en contact avec le monde des entreprises. Nos étudiants travaillent, ils viennent en cours du soir, nous avons des tuteurs d'entreprise au niveau Bac +2, +3, +4, +5, on est en contact avec les entreprises. Moi, il y a quelque chose que j'ai réalisé, c'est pas pour dire que l'État doit se comporter comme une entreprise, c'est pas du tout ça que je pense. Mais dans une entreprise, la question de l'adéquation des missions et des moyens, elle existe. Parce qu'une entreprise sait que quand on confie des missions et qu'on ne donne pas les moyens de les accomplir, les objectifs de l'organisation ne seront pas atteints. Je ne dis pas, je redis, je ne dis pas que l'État doit être une entreprise. Ses modes de fonctionnement sont complètement différents. Mais la question de l'adéquation mission-moyen, elle existe malgré tout. Et ça, tout particulièrement au ministère de la Santé, c'est un impensé. La DGS a perdu 100 postes depuis que je la dirigeais. Ces missions n'ont pas été revues. Mais ça, il n'y a pas une organisation qui peut sérieusement faire une chose pareille. Donc, on commence par réviser les missions. Si on a des problèmes de contraintes, on peut le comprendre. Il faut réviser les missions. Parce que sinon, on arrive à ce qui est d'une certaine façon le drame pour moi de la santé publique en France, c'est-à-dire c'est une santé publique qui est purement déclamatoire. On fait une stratégie nationale de santé, elle est très intelligente. Moi, je n'ai pas vraiment de critiques ou de commentaires, sauf évidemment à la marge, mais la question des moyens, elle n'est pas posée. C'est-à-dire en France, on a, tout particulièrement dans le domaine de la santé, on pense que quand on a écrit un texte, on a résolu un problème. Eh bien, non. Enfin, pour terminer, je regarde l'heure. Bon, ça va. Pour terminer, il y a l'équilibre soins-prévention. Là, alors, d'abord, je ne laisserai pas dire que les soignants, médecins, infirmières, kinés, sages-femmes ne font pas de prévention. Ça, ce n'est pas vrai. Les médecins font énormément de prévention. On a des données là-dessus qui le montrent. Donc, il n'y a pas, dans cet équilibre curatif-préventif, ce ne sont pas les soignants qu'il faut. Ils font énormément de prévention. Et les formations médicales continues mettent de plus en plus l'accent là-dessus. Mais c'est une prévention du tout venant. C'est-à-dire que pour que le médecin prenne l'attention, donne des conseils d'éducation sanitaire, fasse une mammographie de dépistage, il faut qu'on aille voir le médecin. Sauf que tout le monde ne va pas voir le médecin. Et y compris des gens qui cumulent des facteurs de risque et qui, pour des raisons culturelles, économiques, d'accessibilité ou de préoccupation dans la vie, parce que quand on ne sait pas comment on va boucler ses fins de mois, la priorité, c'est pas d'aller voir le docteur, ces gens-là ne vont pas voir le médecin. Et donc, pour aller toucher ces gens-là, c'est-à-dire, ça va dans les deux sens. Il y a une prévention qui se fait quand les gens vont voir le professionnel de santé,
Mais qu'est-ce qui se passe quand les gens n'y vont pas? Et donc, à ce moment-là, notre système de santé publique doit aller vers ces gens-là. Ça, c'est de la prévention organisée. C'est la différence entre faire une mammographie de dépistage que le médecin prescrit, et c'est de la très bonne médecine, et c'est de la très bonne prévention, et un programme national organisé de dépistage du cancer du sein chez les femmes, qu'elles aillent consulter ou non le médecin, le radiologue ou le gynécologue. Cette prévention organisée, qui est la seule qui peut nous permettre de réduire les inégalités de santé, qui sont, je le souligne, en France, les plus fortes en Europe. Le différentiel d'espérance de vie entre les classes sociales en France est le plus fort en Europe. Je parle de l'Europe occidentale. La seule manière de contrer ça, ce sont des programmes de prévention organisés. Ici, Dominique Libaud s'en souvient sûrement, on en parlait avec Gilles Joannet. À un moment donné, quand j'ai posé la question, mais quel est dans la part des dépenses de santé, sur 100 € dépensés, combien vont à la prévention organisée? Les comptes de la santé n'étaient pas faits pour répondre à cette question. On a demandé à l'IRDES de s'y pencher. Je pense que vous savez le résultat. Le ratio est de 97,3. Il n'a pas bougé depuis une vingtaine d'années. Là, le déséquilibre est là. Là, alors, on ne parle pas de 50-50. On est clair. La priorité, je pense, le besoin de la population premier est de se soigner. Donc, voilà. Si on avait déjà 95,5, vous vous rendez compte la quantité de moyens qu'on injecterait dans le système de santé publique. Quand on voit les coûts économiques de la non-préparation, de la non-anticipation de cette pandémie, on voit à quel point la prévention, ce n'est pas juste un coût, c'est un investissement. Et un investissement parmi les plus rentables quand on prend la manière dont les économistes réfléchissent la rentabilité. Voilà, je pense, quelques enseignements que l'on peut d'ores et déjà tirer de ce que nous avons vécu. Une crise globale qui révèle évidemment les forces et les faiblesses de notre système. Je répète qu'elle montre à quel point nous sommes déficitaires en prévention organisée, pas en prévention tout venant, à quel point nous manquons en santé publique de praticiens de terrain. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à garder en tête pour tous ceux qui vont exercer des responsabilités à l'avenir. Le premier moteur des crises, c'est l'incertitude. Et nous sommes dans un monde qui, par nature, fabrique de l'incertitude. Pour des raisons technologiques, pour des raisons géopolitiques, pour des questions de mondialisation, etc., etc. Nous sommes dans un monde qui produit de l'incertitude, donc qui va produire des crises. Il est tout à fait possible que la crise devienne les situations habituelles auxquelles nous aurons à faire face en santé publique. Et là, évidemment que ça va demander toute une réflexion organisationnelle et professionnelle, parce que, voilà, ce sont les premiers constats que je vous livre, mais en sachant que c'est malheureusement pas terminé. Merci beaucoup, William Dam. Alors ça, c'est vraiment des enjeux qui mobilisent le Haut Conseil de la santé publique depuis de nombreuses années et qui prennent peut-être plus d'acuité. Vous dire que du côté de nos auditeurs, cette question du gradient social et du fait que les inégalités sociales de santé n'arrivent pas à se réduire un peu fortement, malgré l'action en termes d'accès aux soins que l'assurance maladie peut conduire, malgré les politiques d'aller vers qui sont conduites sur certains publics d'assez longue date, sur les prostituées, les toxicomanes, etc., mais qui en santé communautaire peinent d'une certaine façon parfois à trouver le bon terreau. Comment remettre la santé publique, la politique de la santé publique sur le devant de la scène, faire en sorte que, enfin, d'une certaine façon, le virage de la prévention soit une réalité et qu'on puisse mieux préparer à la fois notre système et chacun d'entre nous à préserver son capital santé le plus longtemps possible. Oui, enfin c'est compliqué de répondre en 2 minutes à ce type de questions qui amènerait
à détailler, à creuser, y compris sur les causes, etc. Parce que bon, on est parti de la crise et là, vous êtes sur la santé publique en général. Moi, je partage effectivement le constat des faiblesses de la santé publique à un certain nombre d'endroits. Je pense que, y compris sur l'expertise, il y a pas mal de choses à dire. Je vais pas détailler, j'aurai pas le temps de passer les diapositives là que j'avais prévu de passer, mais on peut. Prenez un temps de présentation, c'est quand même très intéressant. Si vous voulez, mais bon, alors, il y a une seconde. Comment ça a marché? Oui, non, mais simplement, alors un mot, parce que la santé publique, c'est aussi l'histoire. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, on fait comme si les choses arrivaient et qu'on n'avait aucune donnée historique, etc. Et quand vous regardez dans l'histoire de la santé publique, je vous ai mis cet article du Monde, moi, qui m'avait marqué à l'époque en 2020, avril 2020, qui regardait la littérature et la santé publique et les crises. Et effectivement, il y a un livre de Manzoni qui s'appelle Les fiancés, qui retrace l'épidémie de peste en 1700 et quelques. Et en fait, ce livre est très intéressant parce qu'il n'est pas fait pour raconter l'épidémie de peste, mais il raconte un épisode extrêmement intéressant, c'est que le pouvoir a laissé la main aux médecins et aux directeurs d'hôpitaux de l'époque qui étaient les lazarets. Et en fait, la ville de Milan, les édiles ont déserté et laissé le pouvoir aux médecins, etc. Et à mon avis, cette réflexion est extrêmement importante parce qu'elle pose la question de l'exercice du pouvoir en situation de crise et en situation de crise sanitaire et du rôle donc de la santé publique et des experts et du rôle de la population. Et ce livre, à mon avis, il faut le lire, je l'ai mis parce que voilà, ça me semblait intéressant. Puis bien sûr, il y a deux autres livres qu'il faut lire, que tout le monde doit lire, hein, bien sûr, c'est La peste de Camus et Mort à Venise. Mort à Venise, en 2 pages, Thomas Mann décrit ce qui s'est passé. Il décrit y compris la saturation du système de santé, hein, des hôpitaux de Venise, pour ceux qui connaissent l'hôpital de Venise. Et donc, il décrit la saturation, c'est-à-dire il décrit en 6 étapes les 6 points du déroulement d'une épidémie. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On savait exactement ce qui allait se passer parce que ça a été décrit par les uns, par les autres, et depuis très longtemps. Donc la question, me semble-t-il, et William Dave a déjà amené un élément de réponse, c'est pourquoi tout d'un coup on a eu cette réaction par rapport à cette crise. Et pourquoi cette réaction a mis en danger en fait énormément de choses sur le plan économique, sur le plan de la santé mentale, sur le plan d'un certain nombre de choses. Alors j'ai mis aussi quelques extraits là bien sûr de la grippe espagnole, mais la grippe de Hong Kong ou la grippe asiatique et puis H1N1 pour montrer les réactions de la population qui évoluent. Non, mais vous avez des questions, c'est ça? Bon. Alors, ça ne marche pas dans le même sens. Ah, voilà. Et puis, j'invite vraiment tous ceux que ça intéresse à lire les 2 livres de Michel Foucault, sa thèse, Histoire de la folie classique, de la folie à l'âge classique, et bien sûr, Surveiller et punir. Et j'ai mis la description du panoptique, qui est la façon de construire les prisons, en fait, qui est la façon de surveiller une population. Bentham, hein. Bien sûr. Et on voit bien que pendant une épidémie, ressurgissent un certain nombre de tentatives, y compris de la part des scientifiques, de prendre le contrôle, y compris de la population, au motif de surveiller, de contrôler une épidémie. À mon avis, la question qui est posée derrière, en termes de santé publique, en termes de politique de santé, c'est de savoir où se trouve la limite. Et voilà, on va pas trop détailler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais rappelez aussi que le principe, et ça on l'a oublié, me semble-t-il, pendant cette crise, nous, professionnels de santé publique, c'est que la santé publique suppose qu'on invoque des principes qui sont explicites et intangibles, c'est-à-dire qu'on peut expliquer, qui sont des principes d'action. Et je vous le disais, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, d'abord, vous savez que cette crise a eu 4 phases complètement différentes qui n'ont rien à voir. Donc, la première phase qui était la phase de réaction
en premier confinement. La deuxième phase, on pourrait dire deuxième confinement à partir de la rentrée septembre 2020. La troisième phase qui est à partir du 30 janvier, la date est très précise, du 30 janvier 2021, et après la phase de vaccination. Donc on ne peut pas traiter de la crise comme ça en général, parce que ces 4 phases ont posé des problèmes différents. Et en fait, la question, c'est le risque individuel et le risque collectif, et dans quelle mesure je prends des mesures sur les individus pour contrôler un risque collectif. Cette donnée, elle a été très compliquée à gérer. Les discussions ont été très complexes sur cet aspect-là, et d'ailleurs vous citez un éditorial de Daniel Bellamouzi qui est aussi dans le conseil scientifique. Et voilà, ce point-là, me semble-t-il, il faudra qu'on travaille dessus et qu'on essaye de le régler de façon un peu plus adéquate. Même chose, je suis un peu désolé, je vais très vite, mais je voudrais donner simplement une grille d'analyse d'un système de santé publique en trois points, avec le politique, l'expert et le citoyen. Et je ne vais pas détailler parce que je comprends qu'on n'a vraiment pas le temps. Et en revanche, il me semble que c'est intéressant d'essayer d'analyser cette crise sous ces 3 points-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait le politique, qu'ont fait les experts et quelle a été la réaction des citoyens. Et cette crise, en fait, a fait bouger ces 3 secteurs. Et il conviendra d'analyser précisément ce qui s'est passé. C'est vraiment une grille des lectures que je propose, qui est assez classique, hein, qu'on enseigne. Donc, je passe très rapidement et je voudrais simplement insister sur un point qui est le point des scientifiques dans cette crise, qui ont joué un rôle fondamental. Et en fait, moi, en tous les cas, j'explique à mes étudiants qu'il y a 5 tentations dans lesquelles les scientifiques ne doivent pas tomber. Et il se trouve qu'en fait, les uns et les autres sont tombés petit à petit dans ces 5 tentations, ce que j'appelle les 5 tentations, comme celle de Saint-Antoine. Donc, il y a la tentation du chroniqueur, c'est-à-dire le scientifique, en fait, devient un chroniqueur, un peu comme l'ancien sportif devient un chroniqueur sportif. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça n'amène pas? Est-ce que ça explique? Est-ce que ça explique pas? Je suis très dubitatif sur ceux qui faisaient le tour des plateaux télé pour essayer d'expliquer ce qui se passait. Après, il y a la tentation de la pitié, c'est-à-dire, en fait, on est fasciné par les simulations, on en fait des prédictions, et après, on se transforme en prédicateur. C'est-à-dire, il y a ceux qui venaient sur les plateaux télé faire, non pas de la prédiction, ni même de parler des simulations, mais ça devenait des prédicateurs. Voilà ce qu'il faut faire, voilà, etc. C'est très dangereux, ce n'est pas le rôle des scientifiques. Et donc, un certain nombre sont sortis de la route, me semble-t-il. Ensuite, il y a ce que j'appelle la tentation des généraux. C'est très clair. Les scientifiques ne comprennent pas qu'on ne les suive pas, trouvent ça insupportable et font pression pour que leur préconisation soit suivie. Il y a la tentation du panoptique, pour ça que je l'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, et vous avez entendu comme moi j'ai entendu des choses que je ne pensais pas entendre de ma vie. Voilà, il faut que les gens dénoncent leurs voisins qui reçoivent des amis chez eux. Quand vous entendez ça, vous vous dites, mais où est-ce qu'est passée la santé publique? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'aller jusqu'au contrôle de la vie privée des gens chez eux? Et à mon avis, cette question-là se pose. Et puis, il y a la tentation de l'absolu, on l'a vécu avec le zéro Covid, c'est-à-dire, voilà, on savait que ce n'était pas possible. Personne ne pensait une minute que c'était possible, mais on se dit, voilà, on va se débarrasser, donc on met des mesures extrêmement restrictives pour essayer de contrôler l'épidémie. Et de mon point de vue, il faudra vraiment qu'en termes d'expertise, et je vais terminer là-dessus, je n'ai pas le temps de parler de tout, mais en termes d'expertise et en termes de gestion de crise, d'abord, il y a une formation de base de l'ensemble des acteurs, de façon à ce qu'on se comprenne, et deuxièmement, qu'on fasse une formation spécifique à la gestion de crise, y compris des scientifiques, car comme le disait William Dab tout à l'heure, les recommandations en situation d'incertitude, c'est quelque chose de très particulier. Ce n'est pas du tout une expertise collective comme peut le faire l'INSERM, par exemple, sur la base des données publiées. On est là dans un autre registre
qui nécessite d'autres méthodologies et d'intégrer complètement la période d'incertitude. Voilà, je ne veux pas... Merci beaucoup, et vous avez réussi à ramasser un propos très riche sur des sujets effectivement avec beaucoup d'enjeux. Je crois que Dominique Libaud avait une question à vous poser. Oui, d'abord, moi, je voudrais vraiment remercier de ces interventions extrêmement riches et d'ailleurs presque m'excuser finalement de vous laisser si peu de temps pour un débat aussi passionnant. Enfin, je trouve, voilà, enfin, on va prendre le maximum de temps. Moi, j'ai une question un peu. Vous savez que je me suis un peu occupé du sujet des personnes âgées. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, et notamment regard rétrospectif, et encore une fois, pas du tout. Enfin, c'est pas dans l'esprit critique, hein, mais c'est un peu les leçons un peu à tirer sur la stratégie vis-à-vis des personnes âgées, notamment dans la première période, où, comme vous le savez, donc, il y a eu un confinement très raide des personnes âgées en EHPAD. Alors, ça m'interroge sur deux questions. Enfin, d'abord, William Dab disait oui, c'est bien, c'est plutôt un progrès, donc la vie biologique, enfin la vie, c'est devenu quelque chose de très important. Alors, vous savez, il y a certains experts, enfin des personnes âgées, je pense notamment Marie Duenzel, disant un peu, on a mis la vie biologique effectivement tellement haut, évidemment, que on oublie la vie tout court. Et avec ces éléments, et par exemple, elle a beaucoup critiqué la première, hein, le fait que les proches n'ont pas pu entourer les personnes au moment de leur décès, et de dire quelle est cette civilisation qui fait que, au nom d'un impératif sanitaire, on empêche d'entourer les morts. Je voudrais savoir effectivement ce que vous pensez de ça. Et deuxièmement, même au niveau de la vie biologique, vous le savez aussi, l'isolement chez un certain nombre de personnes âgées, je ne dis pas sur toutes, hein, moi j'ai beaucoup travaillé avec des EHPAD dans cette période-là, je ne dis pas sur toutes, hein, etc., mais a conduit à un glissement et a conduit certains à mourir tout simplement de solitude, et non pas de Covid, certes, mais de solitude. Donc voilà, enfin, qu'est-ce que ça vous inspire rétrospectivement, ce sujet des personnes âgées dans la crise? Beaucoup de choses, Dominique. D'abord, moi j'ai entendu des gens, y compris qui occupent des postes importants, dire que toute cette histoire est folle et qu'il fallait laisser mourir les gens les plus âgés parce que ça fait partie de la vie et que c'était totalement aberrant de bouleverser la vie d'un pays comme on l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce que l'on paye fondamentalement, c'est le prix de la sidération. Jusqu'à peu près au 10 mars 2020, je pense on parlait de perception des risques tout à l'heure, qui est une variable clé en santé publique. Il y avait la perception qu'on était à l'abri. Et que, y compris la situation italienne, n'arriverait pas en France. Et ça bascule dans la semaine qui précède les élections municipales du 15 mars, qui sont maintenues avec un confinement qui est effectif le 17 mars. Je pense qu'il y a un effet de sidération et que nos responsables réalisent qu'en fait, on est réellement face à un tsunami et il y a une sorte de surdimensionnement de la réponse. Quel est l'enseignement à tirer de ça? C'est qu'il faut se préparer en amont. Ces débats de société, on peut les anticiper. Franck le disait très bien, il faut regarder l'histoire. Quand on lit La peste de Camus, les effets du couvre-feu, les effets du confinement, on les a, on a tous ces témoignages. Se préparer à faire face à des pandémies, c'est pas juste avoir les mesures techniques, organisationnelles, humaines, scientifiques, le matériel, les produits de santé, c'est tout ça, bien évidemment, mais c'est interroger aussi les valeurs morales qui vont être interrogées, les conflits de valeurs que cette situation va générer et trouver des mécanismes de les discuter à froid. À chaud, il y a une chose qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de dire,
c'est que face à ce tsunami, je pense que les responsables politiques se sont dit « Où sera ma meilleure protection juridique ?» Ça, c'est évident que ça a joué un rôle très important. Donc ces débats très compliqués qui sont au cœur de la vie, de la mort, de la relation en société, on ne peut pas les mener en situation de crise, en situation de prise de décision urgente. Il nous faut une sorte de maturité sociale, de débat a priori, qui fait que quand ça survient, eh bien, ceux qui sont en responsabilité ont le matériau pour expliquer à la population le sens de ce qu'ils faisaient. Et comme Franck l'a dit, je pense que dans une situation d'incertitude, je termine là-dessus, afficher des principes intangibles et transparents, dont la légitimité procède du fait qu'on a eu un débat social et démocratique avant d'édicter ces principes-là, c'est la clé d'une gestion de crise réussie. Et ça, je pense, c'est un enseignement fondamental de ce que nous avons vécu. Franck Chauvin, votre avis? Je suis effectivement d'accord. Je crois que le contrat social face à un risque doit être discuté avant. C'est-à-dire qu'on doit être d'accord sur un certain nombre de choses. Ça n'avait pas été fait et je pense qu'il y a eu beaucoup de périodes d'ajustement. C'est pour ça qu'il y a eu ces quatre phases assez différentes dans la gestion de la crise. Et notamment tout le débat autour du contrôle de la circulation contre, enfin, ou versus, si on peut dire comme ça, la diminution de la mortalité. Et clairement, dans la première partie, ce qui a été choisi, c'est le contrôle de la circulation du virus, en disant, par ricochet, ça va diminuer la mortalité. Et on a vu que ça n'a pas été le cas, notamment pour ce que vous citez dans les EHPAD. Ce qui a obligé à prendre des mesures extrêmement strictes dans les EHPAD qui ne sont pas venues tout de suite. C'est des mesures qui ont été décalées de pratiquement 15 jours par rapport au confinement. Si on reprend toute la séquence, moi je l'ai vraiment vécu de l'intérieur, donc toutes les dates sont vraiment inscrites. Et on voit bien que ça a été fait par défaut. On s'est dit, il faut absolument tout stopper, donc on arrête tout. On peut penser qu'une discussion, une éducation à la crise aurait permis d'avoir des mesures plus adaptées au risque. Car on a oublié dans cette partie-là, dans toute cette première partie-là, un élément fondamental de la santé publique, c'est que les mesures doivent être proportionnées au risque. Et alors, on peut prendre des mesures très générales, comme on l'a fait, mais en tous les cas, se discute ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, c'est-à-dire des mesures spécifiques sur des personnes qui ont des risques particuliers. Et puis l'autre point, vous citiez sur l'accompagnement des décès, etc., le Haut Conseil porte une part de responsabilité, parce que nous, on nous pose la question, quelles sont les mesures à prendre? Vous avez un virus qu'on ne connaît pas, une maladie qu'on ne connaît pas. On applique les principes des maladies infectieuses, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la mise en bière immédiate, etc. Et après, il a été assez compliqué de revenir en arrière, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, mais c'est vrai qu'y compris les personnes qui travaillaient dans cet environnement voulaient avoir un niveau de protection maximum. Écoutez, merci beaucoup à vous, merci messieurs, et c'est vrai qu'on aurait pu rester 3 heures ensemble sur ces questions, mais en tout cas, je pense que ça donnera envie à nos auditeurs de prolonger par des lectures et par des réflexions propres les propos que vous avez tenus. Merci beaucoup, très bonne fin de journée, on se retrouve tout à l'heure après une pause.